Après avoir généralement renversé les ennemis sur le sol, Ryuki, le démon, ouvre ses ailes avec cette fierté coquine, toute confiante, regardant la destruction faite, avec un sourire de coin de sa bouche. Il se félicite, certain qu'il a mis la baisse tout seul. Dans cette empreinte, je pouvais commencer à facturer tellement de loyers qu'ils prennent du terrain. Il commence à se souvenir du passé auparavant. C'était un humain appelé son acquis, vivant une vie normale, mais le destin a prêché un tel morceau. Dans la nouvelle vie, c'était une autre bande, ce n'était plus humain. Il est devenu un démon avec une corne sortant de son front et des ailes sombres sortant de son dos. Signe bien sûr qu'il est devenu quelque chose de plus inquiétant. À l'intérieur, c'était heureux, comme des taxes au revoir, hello horn in the head, quelque chose de très inhabituel. Cette réincarnation n'a pas changé uniquement le corps. Non, cela a également donné une puissance de carité, s'éloignant des frontières normales. Je pensais qu'être un démon avait beaucoup plus d'avantages de l'heure que l'ancien travail. En regardant les corps tombés, il a reconnu les gars de l'équipe des héros, et l'endroit où il était n'était nulle part, c'était au milieu du château des démons, où il était le mid-boss nommé par le Demon King, tenant la réprimande. Il se demandait quoi faire avec ces héros tous cassés. Il savait que même l'équipe des héros battait le roi démon, la paix ne reviendrait jamais dans le monde. Mais s'il pouvait battre mid-boss, qui est lui, il prendrait un énorme choc dans le royaume. Meyuk a trouvé cette confusion tout le temps. Il a décidé qu'il allait guérir et les renvoyer, non pas pour la pitié, mais pour montrer le pouvoir, comme un message qui allait gagner beaucoup d'éloges de démons de haut niveau. Il a imaginé que cette attitude allait envoyer un message en face. Comme tout est capitalisé et en feu. Pour comprendre comment l'équipe Heroes est arrivée dans cet état, vous devez y retourner au combat. Tout a commencé lorsque Hyuga, le héros, est entré dans le combat avec son épée de tonnerre. Mais Yuki lui a facilement donné une bite en utilisant une magie plus petite. Puis il est arrivé à Makana, le magicien super fidèle qui collait tout le temps au héros. Elle était courte, a été renversée par une seule attaque. Puis vint l'épée du groupe. Ce gars est-il tout confiant et cool? Le Yuki a trouvé son attitude ennuyeuse et a utilisé la magie noire pour le rendre invisible, comme un fantôme. Définir et non trouvé par l'équipe elle-même. Et donc, le gars cool a fait manquer le gars. Enfin, le magicien et le héros ont été renversés ensemble par les sorts avancés de Yuki. Le dernier à approcher a été le Bund, la beauté étonnante du groupe. Sans hésitation, Yuki l'a assommé avec un fluage. Son corps est tombé au sol, mais étrangement n'a pas été blessé. Il a réalisé qu'il n'avait même pas à la guérir. En elle, elle a été un peu surprise par la beauté de la mine. Même inconsciente, elle brillait, leva les sourcils, pensant pourquoi la belle doit toujours être si dramatique. Pendant un moment, il a pensé à l'arrêter comme une otage de guerre, mais savait que le roi démon allait être un garçon. Et même Yuki avait une limite qu'il ne voulait pas traverser. Avec un soupir, il a ordonné à ses soldats maudits de porter tout le groupe et de les déposer dans le village le plus proche. 3 jours plus tard, comme prévu, l'équipe des héros se rétablit et revient au château pour relever un autre défi. Encore une fois, il tombe sur Yuki. Lui, se retrouvant, laisse échapper un rire. Andrés, parce qu'ils ont le courage de revenir en arrière, dit qu'ils enverront Jorald directement en enfer, mais à l'intérieur se demande si l'équipe des héros a un pouvoir magnétique ou si ce n'est que sa force gravitationnelle lui-même. Hyuga, en feu, appelle Yuki par son nom et lui dit de se préparer au combat. Yuki ouvre les ailes toutes élégantes. Prêt à aller de l'avant, jusqu'à ce que vous voyez le Six que je lis là-bas au milieu d'eux. Elle le regarde avec une intensité bouillante. Et pour la première fois, Yuki sent que quelque chose change. Franzia front, se demandant si elle est en colère ou seulement constipée. Parce qu'avec les humains, vous ne savez jamais. Quelque chose dans son look est différent cette fois et peut tout changer. Yuki fait face au combat comme un petit jeu. Sauter et somersaut, comme deux Monique Circus artistes. Hyuga crie pour lui d'arrêter de plaisanter, mais Yuki écoute à peine, se concentre sur la mine. Puis, de nulle part, il laisse échapper un arrêt sinistre. Il utilise la magie noire la plus forte qu'il a. Le sort tombe comme une tempête, détruisant toute l'équipe. Même Sixi l'a lu. Il s'approche pour voir les dégâts, applaudissant doucement pour qu'elle ait levé la barrière dans le temps. Avec un sourire satisfait, il est à nouveau victorieux, écrasant l'équipe des héros pour la 2e fois. Et comme avant, il utilise la magie pour les guérir et la renvoie dans le village voisin. Devenant peut-être déjà une routine. Il plaisante même qu'il devrait déjà facturer des frais de résurrection pour le programme de guérison, laisser tomber, répéter. 1 mois passe, ils reviennent et sont à nouveau barrés. Cet arrêt se produit tellement de fois que même le Demon King et les démons les plus puissants commencent à trouver l'équipe de héros faibles et sans importance.
Mais le Yuki c'est réel comprend que si ce n'était pas pour lui sur le chemin, l'équipe des héros était déjà arrivée au Demon King et s'est retrouvée avec tout. C'est lui, le mid-boss, qui tient le sort du monde dans la balance. En y réfléchissant, il prend une décision. La prochaine fois, vous les laissez passer. Et qui sait, seulement qui sait, son béguin, la belle Sixilia, n'est pas seulement belle à l'extérieur, mais il y a aussi une masse à l'intérieur. Jour plus tard, le magicien du groupe parle à Yuga qu'il est temps de se débarrasser de ce démon ennuyeux. Yuki écoute et découvre enfin son nom, disant qu'il n'est pas ennuyeux parce qu'il reste hydraté avec le sang des ennemis. Ses yeux tombent dans l'épée élégante du groupe, qui est là, le sien, avec ce visage habituel. Yuki trouve l'ambiance du gars irritant, mais ensuite il regarde la tombe que j'ai lue et dans sa tête brille comme Angèle. Pensant que si elle regardait elle tuait, elle serait plus dangereuse que lui. Et comme toujours, Yuki commence à publier des conversations pratiques de Mid-Boys, se moquant des héros avec ce ton méchant expérimenté. Avant que ce soit fini, Yuga interrompt le mauvais monologue et le revient à nouveau. Mais Yuki sait qu'aucun d'entre eux ne pourra surmonter leur niveau de compétence chiite. Dans la morale, il appelle le héros et dit que peu importe combien ils essaient, ils ne pourront jamais le renverser. Quand même, Yuga insiste sur le fait qu'ils doivent se battre pour les personnes qui souffrent dans ce monde. Donc, avec un sourire, Yuki fait une proposition, quitte la belle Minici et reste avec le gars cool, qui n'a pas ouvert la bouche une fois en 3 mois. Et avec cet accord, laissez les 3 autres passer. Ces mots gèlent tout le monde sous le choc. Le magicien court sa bouche pour ne pas rire, pensant qu'il bouge lourde. Le héros est guéri avec l'idée, refusant sur place. Mais Yuki avertit de ne pas perdre cette chance, sinon il les écrasera à nouveau et jettera à nouveau tout le monde dans le village. Le maga poque Yuga, disant de penser à la proposition. Elle admet que même le visage de Yuki est en fade, son pouvoir est en colère et qu'à la fin ils font cela pour sauver le monde. Ryuga, cependant, reste têtu. Elle continue d'insister, de supplier, d'essayer tout pour changer son idée. En fin de compte, il cède. Décide de quitter le filia derrière. Yuki sort de l'avant, laissant les 3 passer. Pendant qu'ils partent, Yuga promet de retourner chercher le soulèvement. Et maintenant, enfin, seul Yuki et Sixilia sont seuls. Pour la première fois, Yuki commence à devenir nerveux. Mais avant de se calmer, Sixi a lu la partie sur lui. Même seul, cela ne montre aucune peur, prêt à se battre. Surpris, Yuki lève la main pour demander du temps, essayant de la calmer. Mais le soulèvement maintient l'attitude agressive. Je veux savoir s'il se moquera d'elle avant de tuer. Yuki explique rapidement qu'il ne veut pas lui faire de mal. Réel, avoue quelque chose d'inattendu. C'est amoureux depuis la première fois qu'elle l'a vu. Il admet qu'il veut la sortir. Sixolia devient muette, le regardant juste. Après un certain temps, baisser la tête, rejetant. Yuki tombe à genoux, tête baissée, sentant le coup de refus. Cela lui fait penser qu'à la morale, il est vraiment un mid-boss. Même dans le roman. Ce n'est jamais le choix final. À ce moment, Sixilia commence à lancer un sort sur lui, mais il résiste. Elle remarque et demande pourquoi il n'est pas des représailles. Cela l'avertit également de ne pas jouer avec elle. Yuki donne un rire interne. Même en colère, elle est mignonne à ses yeux. Puis il s'ouvre à nouveau. Dire qu'il ne veut pas rester dans cet endroit pour toujours. Il est fatigué d'attaquer uniquement dans l'ensemble. Au fond, il n'aime pas blesser les humains. En entendant cela, Sixilia lève un sourcil surprise. Hulk dit que, croyez-moi, c'était un gars normal qui a pris un salaire de base. C'est maintenant une catastrophe ailée avec une routine de soins de la peau en magie de l'ombre. C'est ça, mon frère. Yuki est un mid-boss qui, même en amour, gagne morale, mais avec une morale que personne ne tient sur le champ de bataille et, regarde. Il a même un peu de cœur caché au milieu de toute cette connerie. Si vous voyez votre histoire un peu bizarre. Presque incroyable, êtes-vous sûr? Mais alors Yuki étire sa main et envoie la question. S'il dit qu'il est un ami des humains, croirait-elle? Sixi y remet même en question la logique de Yuki. Il dit que s'il veut vraiment changer. Pourquoi n'allez-vous pas là-bas et n'atteignez pas le roi démon dans la course? Le gars joue même, disant que s'il vainc le démon, il ouvrira une boulangerie et créera un empire de cupcakes. Puis il secoue et dit que s'il gagne, il ne fera que tourner le prochain boss et qu'elle doit lui faire confiance, car il ne remplit aucune de ses formes de RH démoniaque. C'est pourquoi il a créé l'occasion de confesser les sentiments pour elle à la fois. De plus, il croit fermement que le reste des héros est assez fort pour faire face au roi démon sans lui. Tout ira bien.
Mais Sixilia se rapproche et dit que ce ne sera pas ainsi que les choses se redresseront. Elle veut qu'il utilise des pouvoirs démoniaques pour aider les humains. Mano, elle le presse pour changer de forme. Soyez plus comme l'humain pour mélanger dans leur monde. Yuki clignote ses yeux, demande moins de cornes, plus de câlins. Lui tendant la main, elle dit qu'il devrait aller avec elle dans le monde extérieur. Et cela ne prend pas longtemps. Le Demon King est vaincu, la paix revient sur toute la terre. La scène change dans la capitale, Manurva. Les rues sont pleines de fêtes. La nouvelle de la chute du roi démon se propage comme aucun incendie dans Mato Seco. La foule la célèbre, même faire un défilé en l'honneur des héros. Pendant ce temps, Yuki arrive à Manurva, grâce à la carte que la Sixilia a donnée après le voyage. Malgré les histoires qui arrêtent les héros racontés. Dire le démon Mid-Boss Kuk a été interdit par le roi démon, ce qui a permis leur victoire. Maintenant, il marche dans les rues de la ville sous forme humaine transformée. Entre dans la guilde aventuraire et annonce qu'il veut s'inscrire. Il entre en attendant une humeur bienvenue, mais qui apparaît est la réceptionniste, le cramant, qui lève les yeux et publie un plaisir en disant que c'est une journée de parade. Qui diable va s'inscrire maintenant? Le gars est un employé de guilde et se plaint déjà que dans la sécheresse du personnel à cause de la fête, elle commence à chercher le formulaire d'inscription, marmonnant des arrêts déconnectés. En fin de compte, il passe la forme à Yuki, lui demandant d'écrire le nom, l'âge, le contact d'urgence s'il est mangé et signer un terme disant que la guilde n'est pas responsable de sa mort. Yuki hoche la tête et fait tout. Clément, qui est le même gars, mais le nom a changé dans l'histoire, mais c'est calme, donne un bref briefing. Yuki doit prendre le mouvement de Guida au sérieux et ne pas perdre la carte de guilde. Si vous perdez et que vous n'avez personne pour en délivrer un autre en 3 jours, vous devrez vous chercher, car ce n'est pas un service de recherche et de perte, à moins qu'il ne soit prêt à payer en larmes. Yuki pense que le gars déteste vraiment son travail. Quelle paresse, non? Kramer répète plus fortement l'avertissement, montrant qu'il ne veut pas aider s'il est mauvais. Yuki dessine déjà que Kramer déteste le travail. Même ainsi, ce jour-là, Yuki accepte plusieurs commandes et en fin d'après-midi, livre tout l'argent gagné à la guilde. En partant, il réfléchit sur la voie à venir. Maintenant, il veut monter de rang, recueillir de l'argent et un jour faire une vraie confession à Sixilia. Avec la morale, l'idée anime tellement que j'imagine même que l'oreiller chuchotant une bonne nuit pour lui. Passer une semaine. À ce moment-là. Et ce qui fonctionne est fou et s'élève du rang F Pro D. Avec chaque mission terminée, il revient à Clément pour livrer les récompenses. Ce qui met le gars en colère. Curieux, Clément demande si l'étranger dort ou fait le 24 devoir de 7, et il dit qu'il s'ouvre parfois les yeux. En fin de compte, le gars se plaint qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe, en particulier les mines, qui peuvent prendre soin des ordres, donc il devrait flirter avec eux, tout comme le veut Euronormal, s'il vous plaît. Mais Yuki répond sérieusement qu'il a déjà l'habitude de traiter avec Clément. Cela laisse Clément paniquer, disant que l'insistance de Yuki n'augmente que son travail. Yuki commence à penser que Clément va casser la pression, mais la surprise, le gars regarde tout bien, essayant de remonter le moral, et Yuki suggère qu'il ne devrait pas être si frustré par le travail. Clément réagit dans la sécheresse qui n'est même pas la réceptionniste officielle, ne le fait que du manque de personnes dans le défilé. Ensuite, tandis que Clément éveille, une voix familière coupe le bruit de la guilde. Quelqu'un à proximité demande des informations. Les étapes s'approchent et les deux le lent la tête. Les pensées de Clément se figent. Pourquoi la prêtresse de la paix et des héros serait-elle ici? En même temps, les joues de Yuki font rougiver quand il la voit. Et son cerveau passe déjà en mode de surmenage émotionnel. Sixi lui propose un tour à Yuki. Et ensemble, ils vont dans son manoir. En route. Elle s'excuse d'avoir été en retard à cause de la célébration, mais Gilles qui donne au revoir et dit qu'elle a pris le temps de profiter seule, prétendant qu'elle n'était pas perdue. Il la félicite également pour l'avoir trouvé si vite. Et elle admet qu'au début, elle n'était pas sûre si elle allait le trouver. Elle ne savait pas où il pouvait errer. Vraiment, elle s'attendait à le trouver s'évanouir près d'un stand de nourriture ou à se disputer avec un chat. Mais les choses étaient plus faciles que prévu. Remarquant son expression inquiet, il demande s'il y a quelque chose de mal. Elle explique qu'elle n'a pas changé de nom ni d'apparence. Et tout le monde arrêterait les héros la reconnaîtraient sur place. En réponse, il pense à dire qu'il l'a fait avec des ciseaux de cuisine, mais décide de laisser le mystère rouler, et dramatise en disant qu'il a cassé le klaxon démoniaque et a coupé ses ailes pour changer son apparence. Soutenir toute la douleur juste pour tourner quelqu'un que quelqu'un a remarqué. Bientôt, ils arrivent au manoir,
annoncé par le cocher. Lorsque Yuki part, il trouve le manoir beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Mais avant d'admettre à droite, les gardes les arrêtent à la porte. Les gars qui regardent commencent à chuchoter, se demandant qui est le gars avec Sixilia-sama. Dans les escaliers, les gens semblent convaincus qu'il lui doit de l'argent ou qu'il l'a kidnappé. Yuki réalise les regards suspects que les gens lui ont donnés depuis qu'il a quitté la guilde. Sixilia arrive en avant et dit aux gardes que Yuki est un ami proche. Ce qui les laisse enfin entrer. Même ainsi, il ne peut pas se débarrasser du sentiment que la foule pense qu'il n'appartient pas à ses côtés. Ils sont assis face à face dans l'une des pièces. Sixilia fait une commande. Vous voulez que Yuki prenne la tête de la guilde? La question le rend choqué, surtout parce qu'il venait de faire tous ses plans. Ils étaient tous investis émotionnellement pour grimper au classement juste pour jouer à Sabichao en temps de silence embarrassant. Curieux, il demande la raison. Sixo lui a dit qu'elle expliquera, mais il doit entendre le silence. Elle révèle que même avec le Demon King vaincu, les autres démons sont toujours un danger. Yuki dessine déjà que la défaite d'un roi n'efface pas la menace du reste. Quelque chose bouillonne entre eux et les gens vivent toujours dans la peur. Sixilia continue que les démons sont toujours considérés comme une menace du public. Après la chute du Demon King, plusieurs pays créent et recrutent des personnes talentueuses. Même le héros est enlisé par les propositions de familles nobles et de princesses. Et à quoi vous attendiez-vous? Mais elle est surprise quand Sixo lui a dit que cela se passe avec le monde des héros. Il panique et se rapproche. Demande si elle a également reçu des propositions. Elle dit tranquillement qu'elle a tout refusé. Vous ne voulez pas non plus que Yuki soit célèbre, peur que d'autres nations essaient de vous recruter. C'est pourquoi elle veut qu'il sorte de la guilde et travaille pour elle personnellement. Il soulève une préoccupation pratique. Pouvez-vous jouer à quelqu'un comme moi? Sixil y admet que la force de Yuki est la même que celle d'un aventurier des rangs et qu'elle peut sûrement le ravir. Pourtant, elle est un peu gênée en remuant ses vêtements et avoue timidement qu'elle connaît ses sentiments pour elle. Cela fait que Yuki s'est tous recroquevillé, et il lui dit bientôt. Il admet qu'il veut conquérir son amour, mais elle ne veut pas être dans une telle situation. Il dit qu'il a déjà utilisé la tricherie et que les tueurs d'autres nations ne sont pas un match pour lui. Malgré cela, il refuse de tomber dans la tentation. Pour lui, il n'y a que sexy sur la bande. Il voulait un vrai roman, pas ce paquet de prestations suspectes d'un employé pratique. Puis il se rend compte qu'il peut exagérer. Elle tombe dans le rire et s'excuse, disant qu'il ne pouvait pas se faire rire. Et quel est le doute de ce qui avait été si drôle dans ce qu'il a dit? Elle précise que ce ne sont pas ses paroles. Mais maintenant, il croit qu'il était autrefois humain parce qu'aucun démon ne serait si drôle. Mon frère, tu es sûr? Comme si rire était une arme à feu, Yuki commence à soupçonner qu'elle tenait un secret franche tout le temps. Son ton change quand elle dit doucement qu'elle voulait juste confirmer qu'il est toujours le même Yuki que d'habitude. Elle s'excuse qu'elle a rendez-vous, mais commente qu'elle aimait le temps qu'ils passaient ensemble et souhaite marquer à nouveau. Puis ce qu'il est d'accord, et juste avant de partir, il demande un arrêt timide. Cecilia est surpris, mais sourit quand il demande à l'appeler par le prénom. Elle trébuche, et à partir de maintenant, ils commencent à parler d'un bon, plus bon. Ils disent au revoir à la vie. En arrivant à la maison, Yuki embrasse l'oreiller entièrement excité en pensant à la façon dont il se rapprochait. L'oreiller n'avait jamais ressenti autant d'affection, et en réalité, il devient un peu suspect, tandis que Yuki a déjà hâte de la revoir. Le lendemain, Yuki se rend au manoir de Sixilia, tout excité et confiant que la journée sera en tête. Mais en arrivant à la porte, les mêmes gardes le bloquent, disant qu'il roule une réunion des héros s'arrête. À ce stade, il ne cesse de se demander si les gardes sont dans une compétition secrète pour voir qui le barre plus souvent. Il n'a rien à voir avec le héros, mais il doit tenir sa promesse. Sans option, cela va à la ville. Là, il remarque une foule se formant, criant le nom d'un épéiste. La première chose qu'il pense, c'est que ce devrait être la promotion de la foudre ou un pompage célèbre. Mais quand il s'approche, il voit que c'est Raven, un membre de l'arrêt du héros. L'instant qu'il reconnaît, Yuki se rend également compte que Raven est en difficulté. Pour aider, Yuki crie que le héros arrive de l'autre côté, faisant courir la foule dans cette direction. C'est une façon de faire la place. Il pense qu'il peut essayer cela la prochaine fois qu'il a ramassé la boulangerie. Raven en profite pour s'échapper et Wilk le tire dans une ruelle voisine. Raven est dans la sienne, avec cette attitude toujours froide, ce qui fait que Yuki pense qu'il essaie toujours de garder le mystère. En partant, Yuki laisse échapper à des involtures pour que Raiden soit dans la muette la prochaine fois. Soudain,
Raiden parle et l'étole se fiche choqué. Son âme sort même du corps et revient juste pour se plaindre du bruit. La voix est totalement inattendue, à moitié anime et étonnamment lisse. Il est étonné que quelqu'un si beau et cool puisse ressembler à ça. Maintenant, il comprend pourquoi Raiden parle peu. Essayant de réconforter, Yuki garantit que tout le monde a quelque chose qu'il préfère cacher. Raven demande si Yuki se moquera de sa voix. Yuki ne promet pas et dit toujours que ce n'est pas la faute de Raven, car il est trop occupé à traiter le choc de sa voix. Raven admet que la foule le fait généralement pour cela. Il est clair que Raven a beaucoup souffert à cause de la façon dont il sonne. Yuki dit qu'il a déjà rencontré beaucoup de gens comme ça et n'a rien à avoir honte. Plus calme, Raven merci. Mais quand Yuki se tourne pour partir, Raven tient son bras et demande s'il veut être un ami. Yuki donne l'inclinaison, ses bugs cérébraux, il commence à sourire à moitié verrouillé et fait une expression étrange. Raven explique qu'il ne veut que quelqu'un mais sa cousine et sa mère qui ne se moquent pas de lui. Enfin, l'appel, le Yuki se présente et offre une poignée de main. Ils ont vu des amis et Yuki pense qu'après 20 ans de réincarné, il s'est finalement fait son premier vrai ami. Pendant qu'il parle, Raven commente qu'il est sûr qu'il a déjà vu Yuki quelque part. Yuki rit juste de ça. Le lendemain matin, Yuki boit du café à la guilde des aventuriers, trouvant la nourriture un peu fade, avec le goût du carton ambitieux. Mais il est encore moins cher que la thérapie, espérant apparaître une mission avant de terminer le rango. Soudain, une belle femme s'assoit à côté de lui et loue le repas. Toujours à mâcher, Yuki se demande qui elle est et pourquoi il est apparu de nulle part. La femme explique que sa fille a parlé de Yuki, disant qu'il a l'air assez intéressant. Puis il se présente comme Celia Carini, mère de Sixilia. En entendant cela, Yuki s'étouffe presque. La nourriture se termine rapidement et a raison, à moitié à la course. Au fond, les organes de Yuki appellent à une évacuation d'urgence. Il est nerveux devant Celia. Ne comprenant pas pourquoi elle est venue lui parler autant dans le calme, se demandant si elle ne se lie que dans le contact visuel. Elle pour lui de se détendre, qu'il est déjà assez intéressant, et explique qu'il est venu s'excuser pour la grossièreté de ses gardes. Mais Yuki rassure qu'il n'est pas nécessaire que, grâce à cela, il a rencontré quelqu'un de nouveau. Les yeux de Celia sont suspects. Elle se souvient qu'il devrait aimer sa fille. Alors, qui est quelqu'un? Ryuki, tout dérangé, clarifie qu'il n'est qu'un garçon et n'est que des amis, faisant un geste mental comme un homme essayant de désarmer une bombe sans manuel. L'expression de Celia s'adoucit et elle s'excuse d'avoir douté de lui. Il dit que ça va. Soudain, elle invite Wilkie à continuer. Confus, il s'en prend et elle implique qu'il voudra rencontrer sa fille. Il trébuche à temps. À la porte du manoir, Yuki se rend compte que les gardes grossiers ont disparu. Celia explique qu'ils ont été échangés et que la femme de chambre, un ex-aventurier, qui s'en occupe. Yuki est surpris que quelqu'un de si puissant soit maintenant employé. Il est déjà mentalement sans ennuyer la femme de chambre sur la liste des conseils de survie. Celia commente que la femme de chambre est sinistre, sauf avec son mari, qu'elle a blessé Led dans un combat, mais a pris soin de lui avec amour tout le temps. À l'entrée, la femme de chambre Sophia les reçoit poliment. Elle sourit polie, comme cette pluie sinistre qui sourit avant de gâcher sa semaine entière. Yuki la trouve calme jusqu'à ce qu'elle demande à Celia avec désinvolture combien d'os elle veut briser cette fois. Il regrette quand il l'a trouvée avec gentillesse et mentalement encouragé les anciens gardes. Sophia commence à montrer le mention pro-Yuki. Sur le côté d'une pièce, Celia appelle sa fille. À l'intérieur, Cecilia est étonnée de les voir. L'âme de Yuki essaie de sortir des chaussures en voyant son apparition en pyjama. Il tombe dessus comme une attaque magique surprise. Il est sûr qu'il est le piège de Celia. Celia envoie à sa fille pardonner à Yuki, qui n'était rien de beaucoup. Yuki demande alors pourquoi elle l'a amené là-bas. Sally admet qu'elle a entendu leur conversation et a aimé ce qu'il a entendu. Yuki voulait disparaître avec honte et se demande en silence si tout le manoir fonctionne sur surprise. En entrant dans le chat sérieux, Celia dit que Sixilia reçoit des propositions de mariage, l'une d'entre elles du héros lui-même. Yuki se dirige. Celia dit que le soulèvement a déjà rejeté le héros, mais il semble qu'il ait toujours le sentiment. Yu commence à se plaindre, se demandant pourquoi le héros baisse sa vie amoureuse alors qu'il a déjà une sorcière à côté. Honnêtement, si c'était un morceau, le héros serait le méchant avec un grand bureau de presse. Celia dit que s'il aime vraiment sa fille, elle doit le prouver. Yuki est d'accord. Elle demande alors s'il va épouser le Sixilia. Choqué, Yuki se rend compte que c'est sa chance, mais baisse la tête et s'excuse.
Il veut d'abord être un homme meilleur, avant qu'il ne soit digne de Sixilia. Celia est soudainement libérée qu'il a déjà donné, il a réussi le test. Elle dit qu'elle ne donnera pas sa fille à aucun autre prétendant et avertit que ce serait terrible si un insecte comme lui se rapprocherait trop. Mais elle l'encourage à se concentrer sur être une personne digne. À ce moment-là, Yuki comprend que Celia lui a donné une approbation silencieuse. Il tombe presque dans les pleurs, mais se souvient que le vrai homme ne pleure que lorsque le riz brûle. Yuki est envoyé à Orsel Forest pour la mission actuelle de Guilt. Avec un travail acharné, il a réussi à arriver à Kanki depuis qu'il a appris que le héros a un sentiment pour Sixilia, il s'efforce encore plus. Il veut diminuer la distance entre eux dans le statut et l'espace. Pendant la mission, il voit soudain un soldat maudit qu'il a servi directement à l'ère des démons. Alarmé, Yuki apparaît rapidement devant l'un des soldats. À sa grande surprise, le soldat le reconnaît à temps. Et pour le choc plus important, c'est le duc, son soldat le plus fiable du château. Le duc attrape Yuki dans une panique et demande où il était parti, expliquant comment tout le monde était inquiet depuis la défaite du démon. Yuki s'attendait à le combat, mais obtient plutôt une réunion de retrouvailles qui a même fait en sorte que son dos se soit cassé. Il dit que ses autres anciens camarades sont également proches. Le duc le guide plus tard où les visages de la famille apparaissent. Pendant qu'il marche, Yuki est chaleureusement reçu par deux autres, Harpia Piné et Pixie Chic, qui, avec le duc étaient ses fidèles subordonnés. Ils se jettent dans des câlins émotionnels. Parler à quel point ils ont manqué. Yuki est tout serré comme une balle de stress, en pensant si les démons servent toujours. Après la défaite du roi, ils ont fui l'arrêt du héros et se sont cachés là, trouvant refuge. Le duc pleure même en se souvenant du moment où il est passé en pleurant sous le commandement du capitaine, comme s'il faisait un test pour une romance tragique. Le chic lui donne une année 6. Le N plaisante en plaisantant le gars tandis que Duc essaie de se taire. À la morale. L'évacuation, jouée, se rend compte que tout le monde était vraiment inquiet pour lui et s'en souciait vraiment. Sac, quand le temps semble plus beau. Ils deviennent curieux et commencent à poser des questions sur les ailes et le klaxon qu'il a perdu. Puis Yuki, dans la morale, avoue qu'ils les ont cassés. Le groupe est dans le plus grand silence, choqué par l'arrêt. Un peu plus tard, le général commence à crier, voulant savoir pourquoi il a fait une telle merde, tandis que Sheik tombe au sol en riant comme s'il avait entendu la meilleure blague des enfers. Ryuki, un peu perdu pour expliquer, dit finalement qu'il s'est déclaré dans une belle mine du groupe Heroes et qu'il vit maintenant en tant qu'humain. Un autre silence tendu roule. Par conséquent, le duc tombe à nouveau dans le cri, détruit parce que son capitaine de démon est tombé amoureux d'un humain. Ie ne trouve dégoûtant, mais l'étranger indique clairement qu'il n'est plus capitaine, juste un humain ordinaire maintenant. Il dit que la foule est libre de vivre comme il veut, mais le duc ne laisse pas tomber l'os, disant que le capitaine est toujours capitaine. Et les autres sont d'accord sur la boîte. Curieux, les trois commencent à bombarder Yuki avec des questions sur la mine humaine. Le visage de Yuki devient rouge. Il se retrouve entouré de démons affamés qui veulent connaître la mine que le capitaine s'est attachée. Sac. Yuki l'écrit. Tu étais fou. Bro, puis il dit qu'il a pour mission de chasser les cofacticiens. Avant de terminer la phrase, le bonheur réagit excité et disparaît pendant quelques secondes, revenant avec beaucoup de bunaires vaincus. Elle demande à Innocent si elle peut l'accompagner maintenant. Yuki soupire et dit qu'il ne les roule pas comme ça. S'ils entrent dans la ville avec ces formes, ils seront faciles. Il insiste sur le fait qu'ils doivent ressembler à des humains normaux, se demandant à quoi ressembleraient leurs versions humaines. Le duc met déjà un casque sur la tête et se serre fermement. Le chic, avec les petites ailes cachées à l'intérieur des vêtements, passe facilement à travers l'homme, mais Inès, qui est un dernier, et plus de conneries parce que ses bras sont pleins de plumes. À la fin, Yuki décide de tirer ses plumes, laissant les pins un petit jackpot. Comme donner une coupe rugueuse dans un oiseau avec un traumatisme émotionnel, êtes-vous sûr avec les déguisements prêts? Le groupe se rend à la guilde. Yuki délivre la mission terminée et quand il se demande si les trois étaient avec lui, il nie plus vite qu'un voyou en procès. Après tout, il prend les camarades déguisés au Sixilia mention. Dès leur arrivée et elle les couvre déjà, disant qu'Inès a tout dit sur Yuki d'avoir déchiré ses plumes en force. Le Sixilia embrasse le Yuki serré. Le réprimande, disant que vouloir être plus humain jusqu'à ce que ce soit bon, mais de cette façon, il n'y a pas d'homme. Yuki est désolé dans le silence. Sixilia regarde le trio et suppose que ce sont des subordonnés de Yuki commente comment il semble l'aimer beaucoup. À l'époque, les trois sautent dans le capitaine. Confirmant ce qu'elle pensait. Yuki explique que le duc n'a jamais été comme ça auparavant. Il était calme et le sien,
mais le duc se défend en disant que c'était parce qu'il n'aimait pas Yuki à l'époque. De plus, leur capitaine était déjà important dans le château démoniaque. Sixilia est curieux à ce sujet, et le duc tout excité commence à libérer un arrêt bizarre sur les habitudes de Yuki, comme ne jamais quitter la pièce. Même lorsque le chef d'équipe Ézéchiel a insisté. Tout le temps, Ryuki essaie de se taire, mais le duc parle comme un trérat dans un podcast. Alors que le duc verse une histoire embarrassante derrière l'autre, les 60 tombent dans le rire. Yuki Gaba, disant que le duc était son premier subordonné et l'a déjà dans la paume de sa main, comme le lavage de cerveau, quand il se tourne pour présenter les deux autres. Réaliser qu'ils ont disparu. Il a paniqué et commence à chercher. Bien qu'ils semblent humains, cela a toujours un danger s'ils sont exposés. À l'extérieur, il trouve Sophia tenant les brochettes par le bras, expliquant calmement les tâches de la maison. Happy entend silencieuse, « Baissez-vous ». Yuki arrive et dit qu'Inès n'est qu'un ami, pas la nouvelle femme de chambre Sophia attendait. Elle explique que, comme une nouvelle femme de chambre allait arriver aujourd'hui, il a confondu Inès avec elle. Puis Yuki cherche Shiki. En passant par la chambre de Celia, il voit Shiki couché paisiblement sur ses genoux. Celia affecte sa tête, disant que c'est mignon. Yuki devient plus silencieux en voyant cela. Mais Celia a l'air suspecte et demande qui est la fille derrière lui. Il dit qu'il est juste un ami. Mais il semble que Celia lui fait moins confiance que de faire du vélo. Il s'attend à ce que le chic ne travaille pas, mais Sixilia garantit qu'elle aime les enfants. Donc tout va bien. La nuit, Yuki parle aux trois que, s'il pense que tout va bien maintenant, il devrait penser à revenir. Bien sûr, les trois insistent pour rester avec lui. Alors Yuki commence un nouveau chapitre de sa vie. Vivre avec les anciens subordonnés de la vie humaine. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le lendemain, les maux de tête de Yuki empirent quand il entre dans la salle des épingles. Ce qu'il voit le rend choqué. Sophia portait des pains avec une femme de chambre et l'a officiellement engagée dans l'équipe à domicile. À la surprise globale, les Pinay sont même charmants dans l'uniforme. Yuki essaie de louer, mais son cerveau donne une inclinaison au milieu de la phrase. Peu de temps après, il arrive au manoir de Celia. Curieux, se demander pourquoi cela a été appelé. Celia explique qu'après plusieurs approbations et se suicider pour travailler. Sixilia est épuisée. Elle veut que Yuki emmène sa fille pour faire une pause, un rouleau pour faire du shopping et se détendre. Au début, Yuki ne comprend pas très bien ce que signifie Sixilia. Mais quand elle explique mieux et qu'il attire qu'elle est comme un rendez-vous avec l'approbation de la mère. Il va déjà à l'époque. Celia sourit et dit qu'elle savait déjà à quoi il allait répondre et a déjà préparé une voiture. Elle lui demande de courir parce que sa fille attend déjà à l'extérieur. Yuki vole, si vite que Sophia crie derrière lui. La voiture est là, génie. Quand il part, il se verrouille un peu. Pourquoi Cecilia est-elle différente? Plus élégant et frappant que d'habitude. Yuki crie à l'intérieur pour effrayer tout esprit. Mais excusez-vous de l'avoir fait attendre. Elle dit calmement, il est temps de partir. Avant de partir, Cecilia met Yuki déguisé, disant qu'il ne doit pas être reconnu dans la rue. Il accepte et veut une bonne journée. Mais il ne se rend compte qu'après le déguisement qu'il a fait ressembler à un vendeur de rue à moitié suscité. Les deux passent toute la journée à faire du shopping. Ensuite, la Sixilia dit à quel point elle a apprécié et comment elle se sentait détendue. Pendant qu'il marche, Yuki voit un magasin d'accessoires et suggère de jeter un œil. Juste derrière, quelqu'un les regarde sous le choc. C'est le héros Yuga. Il ne croit pas ce qu'il voit. Cela s'appelle Xilia, mais le Makana lui dit bientôt de faire taire sa bouche. Elle ne veut pas attirer l'attention ou créer de la confusion. Comprendre le rouleau. La Yuga s'approche du Sixili et demande ce qu'elle fait là-bas, car tout le monde dans le groupe avait accepté de prendre des congés. Il suggère que tout le monde part ensemble. Elle veut se détendre, mais Sixili dit fermement qu'elle sort déjà avec un ami. Ignorant pleinement Yuki, Yuga insiste pour continuer. Avant de parler plus, il tire le bras du cœur et le prend dans le magasin. Alors que Makana et Yuki sont à l'extérieur, ne croyant pas à ce qu'ils voient, Makena est un jackpot et, mentalement, rédige déjà un rapport appelé sans Endaway de baiser une date de Saint-Yuga. Elle avoue qu'aujourd'hui était censé être son rendez-vous avec le héros et a finalement créé le courage de l'appeler pour partir. Elle n'aime rien qu'il ait choisi le Sixilia à sa place. Yuki se rend compte de sa réaction et conclut qu'elle devrait beaucoup aimer le héros. Lorsqu'il demande dans la canette, elle dévie la conversation et demande s'il est également à un rendez-vous avec le Sixilia. Elle lui donne la plus grande morale, disant qu'elle doit tout faire pour que le héros oublie le Sixilia. Quand elle part, Yuki court après, et avec tout ce drame, il dit que ni l'un ni l'autre ne veut que le partenaire soit seul avec quelqu'un d'autre.
Les deux devraient revenir à leur groupe respectif. À l'intérieur du magasin, Yuk retrouve Sixilia. Elle commence à montrer les choses qu'elle aime tandis que Yuga de nulle part annonce qu'elle achètera un cadeau pour Sixilia et Makana. Yuki ne s'y demande pas s'il n'est pas entré dans une sorte d'émission de télé-réalité de datation parrainée par Stupide. Il regarde silencieusement, pensant qu'il est devenu une compétition. Tout le monde veut offrir un cadeau à Sixilia. Quand il prend un article, le Sixo ment son goût. Pendant ce temps, Yuga choisit un collier et vous dit de l'essayer. Il a fait ça, il enlève son chapeau et ses lunettes, révélant l'identité à temps. Makana et Yuki lui crient, choqués par le courage ou le fou, le gars. Avec son visage exposé, la foule autour commence à s'accumuler, la reconnaissant sur place. La foule commence à les entourer, tout le monde criant à Yuga pour être si stupide. Mais d'une manière ou d'une autre, le groupe peut échapper à cette paire nue. Après la confusion, Ayuki dit à Cecilia qu'il est préférable de rentrer chez lui. Il est frustré, mec, parce que Yuga a terminé leur journée. Le lendemain, Ayuki revient à Celia, qui n'est pas très content. Elle dit que Cecilia est un peu inquiet et qui demande ce qui s'est passé. Celio explique que pendant que Cecilia se repose, elle a dû trop forcer hier. En entendant cela, Yuki se blâme et s'enfonce dans le mal. Mais Celia le calme déjà, disant qu'elle n'a pas besoin d'être dans cette mauvaise ambiance. Pourquoi a-t-elle insisté à la date? Quant au héros, il est même revenu aujourd'hui pour inviter Cecilia à partir à nouveau, mais Celia l'a rapidement envoyé faire paître. Souriant, Celia dit qu'elle est satisfaite de Wilkie qui l'appellera à nouveau le prochain. Avant de partir, elle le laisse rendre visite à Cecilia dans sa chambre, et qui s'excuse légèrement, juste dans la morale. Cecilia dit que ce n'était pas de sa faute. Mais ensuite, de nulle part, elle se retourne et le blâme de lui avoir gâché le jour de congé, exigeant qu'il compense que cela la prenait à nouveau. Yuki est verrouillé, ne sachant pas s'il s'agit de punition ou de progrès divin dans le roman. Ou peut-être les deux ensemble. Plein d'émotions, il crie que la prochaine fois, il s'occupera de tout. À ce moment-là, Sophia envahit la pièce et lui dit de sortir amarrant, grondant parce qu'il a fait du bruit pendant que Cecilia est malade. Quelques jours plus tard, Yuk retrouve Cecilia et se rend compte qu'elle est complètement récupérée. Elle revient au travail chez Guilt, tandis que Yuki est au bureau de Guilt avec Clément, qui est excité de dire que sa femme est un humour étrange de bien aujourd'hui. Yuki est silencieux. En pensant à ce que Strange Ritual Clément a fait pour obtenir ce miracle et se demander comment cela s'est terminé dans un endroit aussi fou. Involontairement, il pense à Cecilia, se demandant à quoi ressemblerait la vie s'il la mariait, bien sûr qu'ils seraient heureux ensemble. Ensuite, Clément réalise que quelqu'un entrant dans le bureau de la guilde. C'est Raven, qui se dirige vers le Yuki lui signale de sortir. Yuki pense rapidement si c'est un enlèvement dramatique moderne. Mais ne pas dire quoi que ce soit qu'il tourne et va. Yuk comprend à temps parce que Raiden était le sien et demande à Clément de leur donner une mission à faire ensemble. Clément offre une mission de rambée, tandis que Raven écoute pour se calmer à proximité. Peu de temps après, les deux sont partis dans une voiture. Pendant le rôle, Yuki demande à Maillot défensif si Raven ne voulait pas vraiment faire la mission avec lui. Raven donne un signe de tête d'accord. Faire des excuses Yuki pour le malentendu. Il se rend compte que Raven veut juste profiter de l'entreprise. C'est même un peu mignon et un peu effrayant en même temps pour voir Raven traiter cette décision de socialiser comme s'il s'agissait d'une mission ultra secte. Raven admet que c'est la première mission qu'il fait avec un ami, et que cela le rend heureux. Pour remonter le moral, Yuki promet qu'ils se termineront rapidement et dîneront ensemble. Ce qui fait sourire le corbeau. Comme quand vous trouvez un pistolet rare dans un donjon. En arrivant dans une forêt fermée, il commence la mission. Sur le chemin, Raven dit qu'il a quelque chose d'important à discuter après la mission. Yuki ressent un climat sinistre dans l'air et a une mauvaise sensation. En même temps, un dragon apparaît de nulle part et les attaque dans le dos. Yuki soupire mentalement. Bien sûr, c'est un dragon. Ce n'est jamais seulement un écureuil. Les deux sont en pleine alerte. Yuki sait que ce ne sera pas uniquement en force brute. Vous devrez utiliser votre sort d'escroquerie de tempête. Avec précision. Yuki lance le sort et affaiblit le dragon, puis utilise sa puissance démoniaque pour verrouiller les mouvements de la créature et le tirer vers le corbeau. Raven publie sa capacité spéciale, jetant le dragon au sol avec tout. Ensemble, ils peuvent vaincre la bête. Raven commente que le reste du nettoyage peut être avec le personnel de la guilde. Les deux restent dans les leurs, admirant les compétences de l'autre. Et Yuki remercie mentalement l'ancien patron démoniaque Nido pour avoir transformé les exagérations en une stratégie valide. Mission terminée, ils cachent leur identité et vont dans un restaurant voisin. Manger,
Yuki tire le sujet sur le chat que Raven avait mentionné auparavant, voulant parler. Raven hésite, mais Yuki dit qu'il peut lui dire n'importe quoi. Enfin, Raven avoue qu'il est amoureux de quelqu'un. La révélation laisse Yuki paralysé, pensant que les missions de confession de l'amour n'étaient pas dans le script. Raven explique qu'il ne fait confiance que Yuki pour le dire. Quand Yuki demande qui c'est, Raven dit que la mine ne s'est jamais moquée de lui et qu'une fois qu'il a dit qu'il est jaloux de sa voix. Maintenant, il veut se déclarer, mais il est sans confiance. Et à quoi ressentez-vous? Bien que Raiden soit du groupe du héros et ait un beau visage, il se rend compte que le problème vocal de Raiden est une véritable barrière de communication, prise par l'émotion, et ce qui frappe sa main sur la table et dit qu'il ne comprend pas encore sa propre valeur. Tout le monde dans le restaurant a peur, un serveur laisse tomber un plateau, un chat coule sous la table, avec intensité, et ceux qui crient que ceux qui font la voix de Hayden ne méritent pas son temps. Parce que Raven est membre du groupe de héros, quelqu'un qui a aidé à sauver le monde. Il partage sa propre expérience et encourage Raven à avoir une confiance égale. Dites-lui d'aller se déclarer bientôt. Raven est ravi des mots et admet qu'il est probablement trop compliqué. Il promet de se déclarer le lendemain et invite même Yuki à continuer. Mais alors Raven commence à trembler, inquiet, et ce qui le regarde et donne sa force morale, se souvenant de se croire. Il est commandant de la nuit et parti du groupe de héros. Raven écoute le silence puis rentre chez lui, Yuki collé pour prendre le courage à chaque étape. Le lendemain, Raven emmène Yuki et va directement au manoir de Cecilia. Au moment où Yuki voit où ils sont arrivés, il fait blanc le même fantôme. Raven, plein de sincérité, dit que c'est à cause de l'encouragement de Yuki qu'il a trouvé le courage de venir ici. Maintenant, il est prêt à se déclarer. Yuki, en panique. Il commence à penser si involontairement n'encourage pas Raven à se déclarer en Sicile. La pensée le laisse très mal. Il semble qu'il ait livré une carte avec une destination romantique et la personne s'est rendue directement à un volcan. Quelques minutes plus tard, Raven quitte le manoir avec une défaite et un visage de mauvaise humeur. Il dit à Yuki qu'elle l'a rejeté sur place, disant que c'est impossible. Malgré la douleur, Raven remercie Yuki pour son courage et ses promenades finement. Il commence à remettre en question la réalité. Raven est-il rentré chez lui ou pire? Pour la mauvaise mine, Yuki ressent un pincement de culpabilité. Pensant que cela devait être le premier cœur de Raven, inquiet, décide de parler à Cecilia. Quand elle se rapproche d'elle, elle clarifie déjà qu'aucune réunion n'a roulé avec Raven. Surprise, Yuki essaie de tout expliquer et Cecilia suggère de parler à Sofia. Comme il lui demande, il découvre que Raven est vraiment apparu, mais a demandé à voir une femme de chambre nommée Épine, qui y est récemment arrivée. Cecilia et Yuki sont choqués par cette révélation. Yuki ne perd pas de temps et va après les Épines. Il demande directement si un beau garçon rousse semblait se déclarer et ce qu'elle a répondu. Elle ne dit qu'impossible. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà vu le gars, elle s'enfuit de la réponse et répète le mot avant qu'elle ne se précipite. Elle court très vite. Yuki pense qu'elle peut avoir une magie du vent mixte et une anxiété sociale. Maintenant plus déroutant, Yuki commence à soupçonner qu'il y a plus dans cette histoire. Il rassemble Cecilia et Duke et explique qu'il les a appelés à parler de la situation entre Raven et Etienne. Duke, entendant cela, dit qu'il en sait plus sur les pains qu'il ne le pense. Il explique que, comme tout le monde le sait, les Harpias sont chassés à cause de la beauté et des pénalités. Épine a également été persécutée par les hommes jusqu'à ce que Duke la sauve. Il dit que c'est pourquoi chaque fois qu'un homme se déclare à elle, les Épines ne ressentent pas de joie, car il se souvient de traumatisme. Alors qu'il continue de parler des intentions de Raven, Yuki se demande pourquoi Épine dirait qu'il se sent envieux de Raven. D'après ce que vous pensez que c'est peut-être parce qu'Épine aime chanter, et la voix sérieuse de Raven peut être quelque chose qu'elle admet. En fin de compte, Yuki décide qu'il a également besoin d'entendre toute l'histoire de Raven et décide de visiter sa maison avant de rentrer chez elle. Dans la maison de Raven, il trouve le commandant de la nuit allongé dans son lit, complètement épuisé émotionnellement. Regan s'excuse, le jetant blâme de ne pas l'avoir obtenu, même après que Yuki lui ait donné ce gaz. Mais Yuki ne laisse pas bon marcher et demande quel type de connexion il a avec la mine qu'il a essayé de se déclarer. Le corbeau est un peu apprécié avec la question. Exita. Mais ce qui envoie alors dans la boîte, c'est qu'il ne peut pas abandonner aussi facilement. Puis Raven entre en mode conteur, avec des pauses dramatiques et tout. Une nuit, alors qu'il faisait autour, il entend un souffle. Les marginaux énervaient les épingles. Quand il l'entoure, Raven arrive à la course et frappe l'épée sur le sol pour attirer l'attention. Le chef de la foule envoie Raven,
mais il devient ferme et finit par vaincre tout le monde seul. L'un des gars reconnaît Raven et Koshisha pour le patron qu'il est le commandant de nuit du groupe Heroes. Réalisant qu'ils étaient désavantagés, le gang donne le pied, et Raven, soulagé. Il murmure, sauvage et couvre rapidement votre bouche, un peu maladroite. Mais Apine, écoutant sa voix, répond avec une seule masse. Ce fut l'étrange compliment au froid que Raven ait jamais reçu. Puis elle sort en parlant des mots étranges. Envie de la voix. Merci, au revoir. Raven est sans voix. Après cela, il retire le corbeau de la maison. Maintenant que tout a du sens, elle dit Réal. Ce sont les pains qui ont fait preuve d'intérêt en premier. Elle emmène Raven au duc et dit que le duc est un ami de Pinet. Le duc ajoute que les pains ont un traumatisme spécifique avec l'homme, pas avec tout le monde. Cela clarifie enfin la confusion. Elle se sent bien à propos de Sophia et Sixilia parce que ce sont des femmes. Quand Raven admet qu'il ne savait pas cela, le duc légèrement zoa. La tension augmente et les deux dessinent l'épée, prête pour le combat. Elk arrive rapidement pour tenir la vague et conseille à Raven d'essayer de devenir un ami de Pinet en premier, d'aller lentement et d'en savoir plus. Après cela, Duc et Raven donnent une poignée de main, formant une amitié inattendue. Plus tard, Raven rassemble le courage de retrouver Apine. Quand il arrive sur elle, il retient son souffle comme pour faire une proposition de mariage. Sa voix tremble quand il demande si elle veut être une amie. Apine en pause, pense un peu et répond avec une beauté simple. Avez-vous accepté la façon dont vous acceptez un rango gratuit, des sacs à proximité, alors ce que Sixilia célèbre chez la fille, se félicitant avec un soulagement et une joie dans le look. Elle sait que Sixilia a joué un grand rôle dans les pains convaincants. Et d'un autre côté, le duc reçoit officiellement Raven dans l'équipe de nuit. Aucun des deux appelle sa voix à la fin n'est seulement derrière Yuki et Shiki, comme toujours, il reste prêt et Yuki totalement malade, finit par appeler le pain et le duc pour le réparer le lendemain Yuki. Sixilia et Chic voyagent ensemble dans une voiture dans un village appelé Daga. Le Chic est tout excité. C'est sa première fois dans une voiture et il aime chaque seconde comme si c'était le premier voyage de sa vie. Taper l'enfant découvrant l'air. Ils vont tellement parce que j'ai doucement des clochards sacerdotaux à faire, puis ceux qui décident de donner une force. Le Chic, excité, insiste aussi pour continuer. Sixilia est satisfait de leur entreprise et le temps est plus léger. Même le Chic semble vrai être inclus. Quand ils arrivent à Daga, le temps change. Le village est si silencieux que Chico xixa. Ce qui s'est passé, nous avons perdu une apocalypse zombie ou quoi? Le village semble avoir été dévasté. Maisons cassées, rues vides et les gens avec un visage de préoccupation. Un ancien du village arrive à Sixilia, plein d'espoir. Elle écoute avec un cœur serré alors qu'il explique que le village a été attaqué par des montagnes. Son visage est fermé. Elle présente Yuki et Shiki à l'aîné, disant qu'ils sont venus aider. Yuki essaie de paraître sérieux, mais Shiki gâche le moment à chuchoter. Je ressemble assez à un héros. L'aîné remercie et les met déjà au travail. Tout en aidant les résidents, Yuki se rend compte que le soulèvement est épuisé. Elle insiste sur le fait qu'elle est bonne, mais vous pouvez voir qu'elle tombe presque. Yuki ne peut pas se voir se tuer et lance discrètement un sort pour qu'elle puisse dormir. La foule pense qu'elle s'est évanouie de la fatigue, mais Yuki explique qu'elle avait juste besoin de se reposer et demande une pièce. Quand il sait où il est, il y transporte Sixilia et la laisse se reposer pendant que lui et Sheik s'occupent du reste des tâches. Après un certain temps, elle se réveille revigorée. La voyant mieux, Yuki est soulagée et admet qu'elle a utilisé la magie pour l'aider à dormir. Sixilia, au lieu d'être pistolet, merci avec cœur pour ses soins. Yuki trouve son expression étrangement mignonne. Ne peut presque pas ignorer. À l'extérieur, un résident arrive et suggère de visiter une fille nommée Till, qui a toujours été une santé faible. Sixilia trébuche à temps et demande des instructions. Ils disent qu'elle vit du côté et du village. À leur arrivée, Athéa les voit et demande qui ils sont. Elle dessine déjà qu'ils ne sont pas du village, mais elle est interrompue par une crise de toux. Sixilia court pour aider et s'excuser pendant que Chica ouvre son kit médical et offre une potion. Chica gêne, se penche pour Théal, oublie qu'elle tient la potion et finit par la frapper sur son propre pied. Mais grâce au kit, il en a un de plus. Dès qu'elle boit, la toux s'arrête. Le Chic est soulagé et commente la chance de ne pas être dans le village pendant l'attaque des bandits. Mais il le corrige. Elle dit que ce n'a pas eu de chance, elle a été protégée par une divinité gardienne. Yuki ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire. Alors Athéal explique que sa grand-mère a toujours parlé d'un esprit protecteur.
Elle a fait des offrandes quotidiennes dans le temple en l'honneur de lui. Et ce jour-là, ce n'était pas différent. Elle était partie comme d'habitude, mais soudain, elle avait sommeil et c'est ainsi qu'elle a évité l'attaque. Chika pense que cette somnolence peut être une malédiction de cauchemar magique. Mais Yuki dit que si c'était la magie noire, ce serait un cauchemar, pas seulement le sommeil. Le groupe est curieux et demande où se trouve ce gardien. Athéal, réalisant leurs doutes, propose de les emmener au temple. En entrant dans l'ancien temple, ils espèrent voir quelque chose de divin, mais sont surpris de trouver une statue qui ne rappelle rien d'une figure sainte. Il a plus de visage diable que la divinité. Athéal réalise leur réaction et est défensive, disant qu'il ne devrait pas insulter son tuteur. Sixilia entre dans la conversation pour calmer la fille. Pendant ce temps, Yuki murmure pour Shiki qu'il n'y a certainement pas de divinité, cela ressemble plus à un piège monstre du château du démon. Soudain, la statue commence à bouger. Sans avertissement, elle attaque Yuki. Il dévlaisse et crie aux autres que ce n'est pas un gardien, c'est un démon. Une gargouille déguisée. Il regarde en arrière à la recherche du chic, juste pour réaliser que le gars a disparu dans la peur. Mais dans un tour inattendu. Chico semble voler d'en haut, criant justice, dans les airs, même personne ne demanda. Il donne un fort coup de pied volant sur le visage du démon, le renversant un coup. Alors que le gargue tombe au sol, Chico sourit tous fiers et annonce la victoire. Demandez ce qu'ils font maintenant. Lorsque Yuki essaie de parler au démon, la créature crie que s'ils veulent le tuer, ils le font bientôt. Shiki est déjà pillé pour le défi, prêt pour un combat, mais Yuki le tient. Je veux d'abord entendre l'histoire du démon. Le démon semble surpris et s'excuse pour l'attaque, admettant qu'il l'a fait parce qu'il avait peur de découvrir leur véritable identité. Lorsque l'étouffement demande comment le démon est devenu le gardien du village, il commence enfin à faire confiance. Explique qu'il a été créé pour protéger les ruines anciennes. Mais comme je n'avais pas grand-chose à faire, il a fini par dormir la plupart de son temps. Le chic ne supporte pas le rire, comparant le démon avec son propre capitaine, qui fait la même chose. Le démon continue de dire qu'un jour, en chuchotant, un groupe de méchants l'a kidnappé. Sheik crée une exception exceptionnelle, volant que le démon a été kidnappé au sommeil, qu'il est pire qu'un portefeuille. Le démon ignore la blague et raconte comment les méchants ont puni après avoir réalisé ce qui s'est passé. Mais après cela, il s'est perdu et s'est retrouvé dans ce temple. Depuis lors, chaque fois que les méchants attaquent le village, cela semble protéger les gens. D'accord, mon frère, une histoire de l'heure, pleine de conneries, courage et même quelques touches de mystère. Démon, magie, amitié et bataille. Tous ensemble dans un bond. Regan s'excuse, se blâmant pour hésitation, même après que Yuki lui ait donné ce gaz. Mais Yuki, en morale. Demandé lequel avec la mine, il a essayé de se déclarer. La foule du village, reconnaissante pour la protection du démon, a commencé à l'adorer comme un dieu gardien. Mais Yuki le voit toujours comme un monstre normal. Et ce n'est pas un danger qui vient de lui. Le démon dit qu'il y a une mine spéciale qui apparaît directement là-bas, Sarcelle. Bien que ce soit un peu faible. Il colle tous les jours pour nettoyer le temple. Il avait déjà attiré qu'il allait lancer une attaque le jour de son évanouissement, alors il a lancé une magie pour la protéger. Quand Yuki, un peu suspect, demande si le démon envisage la mine. Le gars devient maladroit et jure que c'était juste un sort de protection cauchemardesque, mais pas de cauchemar, vous comprenez? Maintenant curieux, le démon veut entendre l'histoire de Yuki. Après avoir écouté, le démon commence à rire à haute voix, trouvant drôle comment leur vie est similaire. Yuki, un peu fade. Essayait de garder la dignité en se moquant du diable, en l'appelant un enfant perdu. Même avec toute cette revue, les deux comprennent que le démon n'a jamais blessé le village. Il n'y a donc aucune raison de connecter. Décidés de revenir en arrière. Ils arrivent dans le village où le Sixilia s'occupe de Till. Elle demande ce qu'ils ont découvert. Et ils disent tout sur le diable. Sixilia obtient que ce dieu gardien est, en réalité, un démon qui y vit, bon, depuis plus de 100 ans sans blesser personne. Tout en discutant de cela, Chico commence à devenir idiot et faim. Ensuite, ce qui lui donne de l'argent pour acheter de la nourriture pendant que le reste suit le chat. Tout le monde convient que le démon ne semble pas dangereux, mais le village a encore besoin d'un plan de défense pour les prochaines conneries. Sixili est d'accord. Sachant que la priorité est le bien-être de la foule. Cette nuit-là, après avoir endormi Théal, il quitte la maison. Le clair de lune est un peu romantique pour les yeux de Yuki. Lorsque Sixilia demande ce qui prend son visage, il est dans la fille et s'appelle Kowar pour ne rien dire. Le lendemain. L'objectif est de guérir le personnel du village. Ce n'est qu'alors, ce qui s'est passé lorsque vous voyez toutes les jeunes mines s'aligner devant le chic, qui,
de nulle part, est devenu le village. Pendant ce temps, alors ce qui se passe avec l'ancien groupe. Mais il le trouve cool parce qu'il donne les bénédictions les plus sincères. Et dans le rouleau, il apprend 10 nouvelles recettes de soupe aux herbes pour grand-mère. Pendant le service, il pose des questions sur ce dieu gardien. Un résident dit qu'il est une statue dans un temple à proximité de ce sarcelle d'adoration. Lorsque l'étouffement demande la raison, le résident raconte une histoire. Quand Théal avait 7 ans, une dent rouge, un animal sinistre, l'a attaqué. Et quand elle pensait qu'elle allait mourir, un tel dieu est apparu et a sauvé le chat. Depuis lors, elle l'adore. Mais le reste de la foule trouve l'histoire qui s'ennuie et évite ce temple sinistre. La nuit, ils se rendent compte qu'au lieu d'obtenir des réponses, ils sont interrogés par la foule du village. Yuki essaye et veut donner une bite à ceux qui ont blessé la limite, mais elle pour lui, se souvenant qu'elle a encore besoin de prendre soin de tout le monde. Elle demande s'il a plus d'informations, et il raconte ce qu'il a entendu du résident. Sixilia comprend enfin que le diable n'a jamais attaqué le vrai village. Mais veut toujours échanger une idée avec lui personnellement. Elle et l'étranger reviennent au temple, laissant Chic s'occuper de Till. Quand ils arrivent, le démon est énervé, pensant qu'ils ont tout dit à village, mais Sixilia se produit en calme. Le démon est surprise d'apprendre quelle est la mine que Yuki avait déjà parlé. Il explique qu'il a dit à Yuki qu'il n'avait aucune intention de défendre ou d'attaquer le village, il n'y vit que. Soudain, Yuki a laissé échapper une étrange question au démon. Demander s'il est un lacon. Cela laisse un Palia et le démon bouché. Les deux crient un peu perdus. Ils n'avaient jamais entendu ce mot. Yuki explique que cela vient de sa vie passée, mais cela n'a rien à voir avec la situation actuelle. Après l'explication, le démon devient maladroit et nie tout intérêt pour les filles, disant fermement qu'elles cessent de parler du nom et du sarcelle près de lui. Quand ils sortent, l'Amplilia demande ci-dessous à Yuki s'il est lui-même un lacon. Il répond rapidement que ses yeux sont justes pour elle. Mais vous regrettez déjà d'utiliser une déclaration pour échapper à la situation, en laissant la mine tout rouge et en lui faisant dire ses arrêts. Avec cela, Yuki suggère qu'ils trouveront Shiki et Tilchan.